Ok, le nouveau Destination Finale vient de sortir. Comme d'hab, la mort est sadique. Moi, je vous propose une partie d'échecs avec la mort, une soirée berlinoise avec la mort, et Brad Pitt jouant la mort qui jouit vite, qui aime le beurre de cacahuète et qui adore avoir un accent raciste. Salut, salut! Vous connaissez le genre cinématographique du fantastique un peu morbide là? Ouais, genre Crimson Peak, The Other, Le Labyrinthe de Pan, Les Frères Grimm, L'étrange Noël de Monsieur Jack, Destination Finale, etc. Dans cette dernière saga, si on a la présence à l'écran de Tony Todd, qui interprète le gars des pompes funèbres, qui semble en connaître pas mal d'ailleurs des plans de la mort, il n'est pas explicitement présenté comme la mort. Il semble être proche de celle-ci, par son métier et ses actions, et si on peut théoriser sur le fait qu'il puisse être la mort, c'est pas le cas. La mort, on la voit à d'autres moments, invisible, mais présente à l'écran, souffler du vent, créer une fuite, actionner n'importe quelle suite d'événements délirants. Mais je me suis demandé, dans quel film on la voit explicitement la mort, représentée dans des traits reconnaissables, avec un visage humain? Dans quel film on voit la mort de manière incarnée? On est au XIVe siècle. Un chevalier revient de croisade dans une petite période sympathique, celle de la peste noire, et oh, bonjour la mort. Plutôt que de se faire faucher instantanément, Antonius le chevalier propose une partie d'échecs. Ainsi, le film va nous proposer une pérégrination de lieu en lieu, de rencontre en rencontre, ponctuée par des parties d'échecs mortelles. Et n'ayez pas peur du noir et blanc, les excellents films en noir et blanc où on ne s'ennuie pas, ça existe. Et si vous avez vraiment trop peur du noir et blanc, attendez le prochain film, il y aura tout plein de couleurs. Dans le 7ème saut, on assiste au parcours d'un sage mourant. Je veux savoir, pas croire. Et d'un combattant à la fois. Tant que je résiste, je vis. Et si je gagne, tu me libères. Sauf qu'attendre cette sagesse et vaincre la mort en soi, ce sont des quêtes vaines. Et c'est vraiment intéressant de voir ce personnage qui se plonge dans une abîme de réflexion face à cette famille qui vit de manière plutôt inconsciente, ou à cet écuyer qui lui aussi s'en bat les reins de réfléchir trop longtemps. C'est un film qui illustre et questionne la foi. Quelle place pour la mort? Qu'est-ce que cela représente? Rien, c'est juste comme ça. Et quelle place pour Dieu? Quelle place pour un Dieu dont le mutisme assourdissant pèse sur Antonius, qui penche dangereusement vers le nihilisme en l'absence de réponse. Durant ces moments suspendus de parties d'échecs, on reste accroché à l'écran. Même hors de ces parties, quand la mort n'est pas présente physiquement, elle transpire de l'image en permanence. La peste, les morts, le bûcher, dans l'esprit des gens, est en sa crainte, dans son attente de la mort. Ici, pas de confessionnal, pas de canapé psy. La mort est une oreille pour le protagoniste, même si l'image confessionnelle, on l'a bien en tête. Et si on rencontre une mort tangible, presque dans un rapport d'intimité, mais sans trop l'être non plus, celle-ci n'apportera rien, si ce n'est du temps au chevalier. Face au vide, il cherche des réponses, mais peut-être qu'il n'y en a pas. Si la mort n'a pas de réponse d'elle-même, si Dieu est muet, les hommes, eux, parlent. Mais quelles sont leurs réponses? Le fanatisme et le déni dans la plupart des cas. Antonius, lui, ne trouve que le silence et la fatalité de la fin. Et lorsque l'agneau ouvrit le 7ème sceau, il se fit un silence dans le ciel d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. On leur remit 7 trompettes. Ce chevalier, qui est le personnage principal, a un regard très critique sur ce qui l'entoure. Et son regard, comme celui de la caméra, va se poser sur diverses scènes, divers moments de vie, différents rapports à la mort. On a des vrais moments grotesques, notamment avec les saltimbanques qui sont un peu gentils on va dire, des gens qui se saoulent et qui se ravagent face à la crainte de la mort, jusqu'à parfois frôler l'absurde si on pose le regard sur ces croyants qui se flagellent par exemple. Et ne parlons pas du Christ de la taverne. Mais cela n'est pas le seul regard porté sur la caméra. Je ne trouvais pas le terme exact à y opposer, jusqu'à ce que je retombe sur la critique de Sergent Pepper sur Sens Critique. Ce terme c'est le sublime, en effet. Le sublime de la sagesse, si tant est que cela en soit, car on pourrait aussi parler d'obsession et de marchandage dans les scènes de parties d'échecs. Et ça en est le plus grand reflet. Là où la sagesse pourrait être aussi d'accepter la fatalité. Ou d'admettre qu'on ne sait pas, là où la position de l'écuyer est intéressante, puisqu'il semble bien plus en paix que le chevalier. Le sublime de la réflexion sur le sens de la vie, ou de l'existence de Dieu, je ne veux pas croire. Sublime dans la morale et l'esthétique peut-être, grotesque de l'humain qui gesticule sans maîtrise sur quoi que ce soit, Antonius est le seul à voir la mort. Quand bien même le personnage et son écuyer font des rencontres, le film traite aussi de la solitude dans la mort, puisqu'on meurt seul, même entouré. D'où l'importance de vivre entouré et de ressentir, contempler ce qui fait la vie, seule chose sur laquelle on a prise, comme lors dans ce déjeuner dans l'herbe. Tout dans la création n'est pas humainement beau. Que le laid y existe à côté du beau, le difforme près du gracieux, le grotesque au revers du sublime, le mal avec le bien, l'ombre avec la lumière. Et la photo du film est incroyable. Si vous avez peur du noir et blanc, arrêtez. Le travail de l'image est tel qu'on garde en mémoire très longtemps certaines scènes,
et toutes celles et ceux qui l'ont vu gardent forcément un souvenir indélébile de la scène finale. Alors oui, je spoil, le film est sorti en 57, c'est pas vraiment grave et ça gâche en rien le film. Vous croyez qu'il gagne contre la mort? Non, personne ne le peut. Enfin, peut-être dans les films suivants, vous verrez. On assiste à un parcours des gens rencontrés sur le chemin, une tablée où on partage le pain jusqu'à la mort. Restent des survivants, restent toujours les vivants quand on part, une nouvelle aube chaque jour, et peut-être des jours meilleurs. On n'a pas de réponse divine, c'est à l'image de la vie, de la mort. Ainsi se termine le film sur une danse macabre. Je sais pas comment vous avez réceptionné cette présentation du film, car le sujet est pas gai et il peut certainement toucher plus ou moins profondément certaines personnes, mais pour ma part, je me suis pas senti mal lorsque le générique de fin a commencé. Alors certes, on n'a pas envie de taper la soirée de sa vie juste après, ou peut-être que si au contraire, le 7ème saut est un chef-d'œuvre, un immense classique et il mérite votre intérêt. Avant de passer au prochain film, restez bien sur la vidéo si vous voulez voir la mort agiter une saucisse. Posons-nous. Je me posais la question depuis un moment. En voyant ces films, en les revoyant et en y réfléchissant à la lumière de nos enjeux contemporains, c'est quoi notre rapport actuel à la mort dans nos sociétés? À la finitude de nous et du autour de nous, car dans le film on voit la foi, le fanatisme, le déni, l'acceptation. Il se trouve qu'il existe un bouquin où quelqu'un y a réfléchi. Ce bouquin que j'ai cherché 1000 ans, introuvable car plus édité, merci à Coccinelle09 sur Vinted. Pierre Madelin y a réfléchi, et en y réfléchissant, on y voit du déni. Un déni de la mort et de la finitude. Spoiler, notre terre crame. Et on peut assez simplement observer une forme de déni de notre dépendance à notre environnement. On a besoin de ça pour vivre. La technologie va nous sauver. Peut-être que nos sociétés occidentales ont du mal à accepter la mort. C'est sans doute parce qu'on possède une forme de déni qu'on détruit, qu'on méprise, qu'on ne pense pas. L'auteur en cite un autre, Gunther Anders. Le progrès nous avait promis l'avènement d'un royaume sans apocalypse, il nous menace aujourd'hui d'une apocalypse sans royaume. Et d'où est-ce que cela peut venir, cette forme de mépris, ou du moins de déni de notre propre finitude, étroitement liée à celle de notre environnement? Probablement qu'une partie de l'explication provient d'une représentation religieuse, philosophique de l'être humain, du moment qu'on arbore une vision dualiste, séparant le corps matériel et l'âme, l'esprit, immatériel. Salut Descartes et Platon en vrai. En effet, si notre finitude terrestre n'est pas une finitude totale, si nous pouvons transcender les limites de notre corps après la mort, que la Terre meure ou que nous mourions, ça ne change pas grand-chose pour nous en réalité, à notre existence terrestre. Si nous pouvons transcender les limites de notre corps en l'améliorant pour mieux résister à un environnement qui se dégrade, ou à son propre corps qui se dégrade, ou même s'en débarrasser en téléchargeant notre existence dans un ailleurs numérique, cela ne change pas grand-chose pour nous en réalité, à notre existence terrestre. Cette quête d'immortalité entraîne probablement une dévalorisation de notre condition terrestre. Voilà, si on brûle notre planète, c'est parce que Socrate a cassé les couilles à des gens dans la rue. Alors ici, on a une introduction d'une piste d'un dérouage, parce qu'on est bien d'accord que là, Madelin, il dit pas « les religions et les gens, ils sont égocentriques ». Non, dans la pratique de votre foi et l'expérience de votre humanité, rien ne vous empêche d'être révulsé par notre course autodestructrice. Parce que bon, simplement, voilà le début d'une pensée permettant de prendre du recul et de réfléchir à la façon dont on a pu se paramétrer collectivement, et dont la société s'est paramétrée. Si je vous ai parlé de quête d'immortalité dans la religion, nanani nanana, et d'améliorer notre corps, aussi, vous avez peut-être pensé à El Famoso transhumanisme. Le transhumanisme, pas celui cité par Michel Onfray toutes les 2 phrases pour un oui ou pour un non parce qu'il est resté bloqué en 1960 et qui pleure comme un bébé cadom quand des gens continuent réellement à regarder et à penser le monde. Le réchauffement climatique suppose une organisation du cosmos dont nous ne connaissons pas le détail. Commençons à préparer une civilisation transhumaniste. L'idéologie woke. Ta gueule! Tu es moche! Le transhumanisme, grosso modo, c'est l'idée de dépasser les limites humaines à travers la science et les technologies. Pour Madelin, cette idéologie transhumaniste, elle consiste à nier la finitude, ne cherche pas à préserver l'existant pour la dépasser, et donc vient croire à un futur techno-méca salvateur, usant donc du corps et de l'esprit comme d'un capital. On peut dropper le terme, c'est de l'eugénisme libéral. Et si la Terre ne produit plus de fruits et qu'on s'est transféré dans des machines, on est bien. Pour être précis, le téléchargement dans des machines, c'est du post-humanisme, pas du transhumanisme. Cette forme de déni s'exprime donc à notre époque, très souvent par les plus hardcore par une pensée transhumaniste, ou pour la plupart des gens par une approche techno-solutionniste, consistant à dire que ouais bon, ok, la planète c'est chaud, mais on trouvera une solution dans le futur. L'homme s'adapte toujours, c'est votre génération qui va trouver.
Nique ta mère. Voilà, j'ai pas besoin de faire une disserte pour expliquer que c'est soit de la pure foi, sans l'aspect transcendantal et existentiel d'une foi religieuse, plutôt un fantasme, basé sur rien, permettant de ne pas penser, de prendre sa part de responsabilité, qui n'est rien de plus que de la couardise, et d'une fuite en avant. S'il existe un après notre finitude terrestre, ou une possibilité d'extension de notre finitude terrestre, la première étape pour accueillir la prochaine serait certainement de préserver ce que nous sommes, et notre environnement. Pas d'en jouir sans limite en causant de la destruction, car au pire, t'inquiète, on va être sauvé d'une manière ou d'une autre sans rien faire pour. Ce serait dommage de s'élever ou de se télécharger avec de la noirceur en nous. Voilà une introduction à cette réflexion. On poursuit plus tard, après le prochain film, c'est l'heure de la mort et de la saucisse. Celui-ci, il est d'une certaine manière un peu plus doux. C'est un film avec des airs de conte. Je parlais d'une séquence finale mémorable dans le précédent film, ici la scène d'ouverture pose les rails du récit. Un corbeau bouffe le cœur du protagoniste avec quelques plants de fleurs jonchés d'insectes morts. Il sent que la mort le guette. Vous êtes anxieux? Anxieuse? Petite note d'anxiété existentielle? Oh bah let's go, le film est fait pour vous, hein. Un gars arrive dans la vie de Yuri et se présente comme la mort. Et la mort, elle lui dit « Eh, tu vas mourir au lever du soleil ». S'ensuit une balade nocturne, dans des bars, dans un karting, dans une boîte, etc. Au cours de l'histoire, Yuri rencontre une femme qui erre dans la nuit de la même manière qu'elle erre probablement dans la vie, tout comme lui. Allez, première cartouche qui m'abat de plaisir. Il y a une belle lumière, il y a une belle photo. Et même si je suis certain que des cinéphiles aigris dont je peux parfois faire partie peuvent râler sur la lumière et les néons dont la justification n'est pas flagrante, les néons, j'adore les néons. J'aime les néons, même si c'est de l'éclairage par défaut, utilisé de manière nulle avec un peu de synthwave pour les artistes qui n'ont pas trop d'idées. J'aime trop la synthwave aussi. Bon, il n'y a pas de synthwave ici. Enfin, un petit peu, mais c'est pas abusé, je vous jure. Je pense que je serai pas ultra objectif pour parler de la pertinence, de la présence de cette esthétique dans le film, mais ma foi, j'achète. Le réal le dit lui-même dans une interview Arte, il voulait pas faire un film intellectuel. Son mantra, c'était « follow the fun ». Alors, c'est pas parce qu'un réal explique un truc et préchote une critique que ça annule tout jugement critique, mais pour le coup, je trouve pas cette esthétique si déconnante. De la belle couleur qui transperce l'obscurité pour un personnage anxieux et mourant, qui profite de la vie et ses excès nocturnes, ça rend bien et ça accroche vraiment l'œil. Est-ce que je me justifie d'aimer l'esthétique? Voilà, le film est beau, bah c'est bon, je vais pas me justifier. Trop tard, je me suis justifié. Bon, je vous ai dit, la mort se présente au cours de la soirée de Yuri, et cette scène d'intégration du personnage, elle est géniale. Y a aucun monde où vous n'aurez pas envie de voir le film. T'as la mort qui te regarde en croquant dans une giga saucisse sortie d'une conserve. Pardon, mais c'est génial, remballez votre 7ème saut. Meinst du nicht, das Leben ist zu kurz für sowas? Was? Avec ça, c'est obligé que votre curiosité vous pousse à voir le film. Enfin, à voir le film. Je l'avais vu sur Arte à l'époque et maintenant il est introuvable. J'ai contacté la société de distribution The Match Factory machin nanana, qui m'a gentiment répondu que ils peuvent distribuer des licences si j'ai envie de faire une projection ciné ou une projo en festival. Mais le DVD, c'est pas eux, c'est NFP Marketing et Distribution. Bon, on n'est pas des milliers sur cette chaîne, donc pas sûr de pouvoir faire une projo actuellement. J'ai contacté cette deuxième boîte, ils m'ont dit de contacter Complete Scene Film. J'ai contacté Complete Scene Film, la société de production, nada. Xavier Baum, le réal, lui, pas de retour. J'ai contacté Yuri, Noah Saavedra, il m'a dit grosso modo « Ah ouais, j'aimerais trop mettre la main sur un DVD aussi, mais j'ai aucune idée d'où ça se trouve. » Non, faites pas ça. Non, c'est... Ou je sais pas, Mubi, vous voulez pas le mettre le film sur votre plateforme, je vous en supplie. Mubi, faites quelque chose s'il vous plaît. Bon, qu'est-ce qui se passe? La mort trouve que c'est naze de mourir sur une vieille moquette d'un casino merdique, donc le personnage veut emmener Yuri dans une petite virée nocturne pour passer une nuit magique. Titre français. Sauf que la mort, elle a l'air très humaine. Vous avez déjà vu la mort essayer de voler une voiture ou avoir besoin de pisser? Est-ce que c'est pas juste un taré qui veut troller Yuri, jouer avec ses nerfs? Ils se font agresser par un mec, et il pose son doigt sur la poitrine d'un gars, ce gars les course et tombe, crise cardiaque. Est-ce parce que la mort vient de le toucher du doigt, ou parce que sa condition physique fait que par coïncidence il tombe? Bon ok, la mort a le même pouvoir que Batman de pouvoir sortir du hors-champ sans courir pour attraper les persos. Bizarre, c'est peut-être vraiment la mort. On a notre duo de personnages, mais il manque le troisième. La rencontre avec le love interest est marrante, pincante, elle dit à la mort qu'il a une sale gueule. Noch ein hübsches Pflänzchen. Pflänzchen. Bist du echt hier, um die Pflanzen anzugucken?
Pass auf, dass die nicht verwelken, so scheiße wie du aussiehst. Und auch eine von den giftigen. Elle se barre. Bon, on va la retrouver, on a notre trio. Cette nuit magique, c'est une balade un petit peu confuse, on sait pas trop où on va, mais c'est voulu, et ça n'entache pas le visionnage. Et la balade est entrecoupée par des décors floraux, d'une esthétique tableau du XVIIe, nature morte, baroque, qui vient chapitrer le film. Une errance eschatologique, si on veut, portée par le jeu de Noah Saavedra, Marco Mandic et Vanessa Loiben. Et portée par un jeu très juste, très bon. J'aime vraiment l'alchimie entre ces trois. Big up à eux aussi, qu'on découvre lors de la scène de la roulette russe. Elle est vraiment chouette cette scène, on serre vraiment les fesses avec les personnages, et après cette scène, vous pourrez plus éteindre votre télé. Yuri veut retrouver cette fille avant de mourir. Il vient de se tirer dans la tête, mais la balle n'a pas voulu s'y loger. Il gagne un sursis, et peut aller chercher sa fleur vénéneuse. Qui est référence aux fleurs qu'on voit dans l'intro, la mort, la vie, bon, très bien. On veut savoir ce qui va se passer. Yuri verra-t-il le jour? Si oui, seul, avec cette femme, avec la mort qui l'aura laissé tranquille, ou avec ce type qui se fait passer pour la mort? Direction rue Schopenhauer pour tomber devant la fille qui lit du Nietzsche, qui va commencer à danser derrière une vitre. Voilà, on a officiellement notre trio qui va errer de lieu en lieu, de scène en scène. Le film est en un sens bavard, puisque tout repose sur les dialogues entre les personnages pour se découvrir dans le cadre d'un affrontement un peu passif avec la mort. Bavard, mais pas bavard chiant. Et si on parle de son, il y a beaucoup de scènes sans fond musical pour laisser vivre les scènes et leur aspect pesant. Et ces moments sont entrecoupés par des apparitions musicales sympathiques, soit contemplatives, et je mets des gros guillemets, soit parce que la radio tourne dans leur trajet en voiture qui marque peu à peu le rapprochement entre eux et vers la mort. D'ailleurs, la BO du film est trouvable bien plus facilement que le film en lui-même, c'est sympa à écouter. Et au cours de cette virée nocturne, il est très plaisant de trouver des petits moments suspendus, absurdes et amusants, comme dans ce moment où la mort s'offusque de la différence de traitement entre les gens beaux et les gens moches. Si vous cherchez une intention, un message à ce film, c'est pas très clair, mais en vrai, on s'en fout. Bon, il y a tout de même l'approche, la vie mérite d'être vécue, même pour quelques heures. Commencez pas à vous censurer en pensant à ce que vous pourrez perdre, parce que l'objectif c'est d'en profiter malgré tout, patati patata nanani nanana. On pourrait reprocher au film d'être un peu simpliste. Ouais, la vie vaut la peine d'être vécue, même quand on fait nimp. De pas pousser assez son délire et d'avoir peu de surprises dans cette pérégrination. Mais justement, c'est son côté très simple que je trouve particulièrement attachant et marquant. Le côté normal de la situation, de la rencontre avec la mort. Ça rend l'ambiance, en fait, plus irréelle et aussi terrifiante que sereine. La fin est un peu niaise, avec un conte Runo sorti du chapeau, mais je l'apprécie quand même, dans le sens où ce qui est mis en lumière, c'est la seule manière de vaincre la mort. La seule manière, c'est pendant la vie. C'est en embrassant la réalité de la mort que la vie s'expérimente. C'est pas un film parfait, mais c'est clairement le genre de film où je me fiche complètement des quelques défauts. Oui bon, c'est aussi une fin qui dit que c'est l'amour qui gagne face à la mort, dualité Eros, Thanatos, J'aime beaucoup ce film. Il est là. Évidemment, il a fait dégueulasse et froid pendant un mois, je me mets à tourner le seul jour où il fait 27 degrés. We will drill, baby, drill. Le guerrier de la libération, muni de la plus puissante des armes, la vérité, est de retour pour vous délivrer de l'emprise d'une tsukiyomi infinie climatique. Tanto todas esas políticas que culpan al ser humano del cambio climático son falsas y lo único que buscan esas políticas es recaudar fondos, ¿sí? Para financiar vagos socialistas que escriben papers de cuarta. À titre personnel, je me fous complètement de l'écologie, ça ne m'intéresse pas. Ah, carrément. Non, ça ne m'intéresse pas. Moi, je vois d'abord mon intérêt et éventuellement celui de la planète, donc là, ça ne m'intéresse pas. Il y a une folie, et j'avais vu la même folie avec le Covid, de vouloir, nous, les hommes, influer sur certaines choses sur lesquelles on ne peut pas. C'est-à-dire Je ne suis pas sûr que l'homme puisse influer sur le climat. But we have to go to space, and we have to go to space to save Earth. That's why this work is so important, and we don't have forever to do it. We've now gotten so big as a civilization on Earth that we kind of have to hurry. Ok, revenons sur la réflexion du déni de la mort. C'est peut-être aller un peu vite, reprenons et synthétisons. Les collectifs humains peuvent avoir tendance à nier leur caractère auto-institué, créant ainsi des sociétés hétéronomes, des sociétés qui attribuent en fait leurs propres institutions à une origine extrasociale, la nature de l'homme, Dieu, les lois de l'histoire, etc.
Et par conséquent, les systèmes de domination comme des riches sur les pauvres, d'un genre sur un autre, d'une population sur une terre et des ressources, etc., sont attribués à une origine extrasociale, ce qui permet de naturaliser et de neutraliser dans les consciences toute critique. Ah, les choses sont ainsi. Non, suce ton père. Ce système de pensée qui légitime une domination entendue comme naturelle sur l'environnement externe et qu'il y a quelque chose qui nous survit, entraîne une logique dualiste, jusqu'à une dévalorisation de la Terre. Plus précisément, c'est quoi ce dualisme? C'est une partition de la réalité en deux sphères radicalement séparées, l'une de l'autre, et une hiérarchisation de ces deux sphères. D'un point de vue ontologique, cela oppose à la fois une sphère immanente associée au monde visible et à notre devenir corporel principalement, une sphère dévalorisée, car nous nous octroyons le privilège de posséder la nature et d'en jouir, sans savoir doser, et car notre corps c'est quand même un véhicule avec une date de péremption qui a la capacité d'être facilement abîmé sans qu'on ait forcément de pièces détachées pour nous retaper. Donc une sphère immanente et une sphère transcendante. Valorisée car stable et étrangère à toutes les contingences spatio-temporelles du monde sensible, terrestre. D'un point de vue anthropologique, ce dualisme implique donc aussi une détermination de quels êtres et aspects de l'existence relèvent de cette sphère immanente et transcendante. Et cela permet de légitimer les hiérarchies sociales ou écologiques, les relations de domination, les relations maître-esclave. Voilà notre système de pensée le plus répandu. Bon, le caillou, il a pas d'âme, allez, j'exploite ce caillou, j'en suis le maître car moi j'ai une âme. Bon, l'écrevisse, elle a pas d'âme, allez hop, casserole. Ok pour l'écologique et pour le bien-être animal, mais pour le social, il a quand même fallu attendre la controverse de Valladolid pour juste commencer à réfléchir de si oui ou non les gens qui habitent le continent américain ont une âme ou non. 16e siècle. Hein. Parce qu'en vrai, s'ils ont pas d'âme... Mais bordel, j'ai le droit! Et bon, s'ils en ont une, ils sont quand même beaucoup trop naturels, donc il faut les évangéliser. Pile je gagne, face tu perds. Et le problème de cette approche, bon, outre les problèmes évidents, je le dis au cas où c'est pas ok de soumettre notre population et d'avoir un rapport de consommation à la Terre complètement débridé et inconscient, vous inquiétez pas les grimpeurs, jetez pas votre magne, c'est ok de grimper un caillou ou de la résine, parce qu'en fait, c'est vous l'esclave. Moi aussi. Le problème de cette approche, de la domination, de relation maître-dominé, de séparation en repoussant la nature, la terre, l'autre, l'immanence, hors d'un soi culturel dominant, transcendant, c'est de nier la dépendance qui relie la communauté des vivants. Dans l'Anthropocène, l'humain via son déni de la finitude, la sienne et de son environnement, repousse le monde et la mort hors de soi. La nature, c'est la grammaire de la domination. Puisque sphère inférieure que l'humanité est appelée à exploiter et dominer, aujourd'hui dans le monde occidental, disons moderne, qui n'est plus étroitement lié à la religion, bon, encore que, si ce n'est dans son inspiration au moins, on peut dire que l'humain a la volonté de retrouver son indestructibilité, son immortalité du corps, retirée par un péché originel si on veut, mais via la science et la technique, si on ne croit plus à la vie après la mort. L'humain souhaite triompher sur Terre, et pas après. Ainsi, la volonté de transcender les limites écologiques de la Terre, telle qu'elle se manifeste dans la crise écologique, et celle de transcender les limites anthropologiques de la condition humaine, c'est une même volonté. Une volonté d'annuler la finitude, et une volonté d'occulter la finitude. Peut-être qu'un autre chemin est possible. Accueillir la finitude? Toujours lutter contre elle, le plus possible, mais accepter sa fatalité? Pour Plumwood, dans tout processus de colonisation, sur un groupe d'êtres humains ou sur la nature, il y a 4 étapes. La justification et la préparation, l'invasion et l'annexion, l'appropriation et l'incorporation. À l'heure de notre société capitaliste, techno-capitaliste, nous arrivons à la 4e étape. Et on en reparle tout à l'heure. Allez, pause du temps gros cerveau, on va voir Brad Pitt se décrypter le Hugo dans du beurre de cacahuète. Bon, là, ce film n'est pas bien. Il est accidentellement bien. En fait, je pense qu'il est rincé, mais il me fascine quand même. Je l'ai découvert sans trop savoir à quoi m'attendre. Alors bon, je sais que dans ce film, on rencontre la mort. Très bien, voyons ça. Anthony Hopkins est vieux, ok. Ah, il entend des voix, très bien. Bon, c'est lui qui va certainement être confronté à la mort. Sa fille qui est avec un gars bossant avec le daron Hopkins semble mener une vie faste, et rien ne nous indique qu'elle n'est pas heureuse dans son couple.
Si ce n'est son daron qui force le sujet en disant « Si, t'es pas heureuse, tu trouveras l'amour quand tu sentiras un éclair. » Bref, elle va dans un café et jeune blond Brad Pitt, boum, éclair. Ok, 100% c'est Brad Pitt la mort, très bien. Le gars fait de la drague forcée de ouf. Gros, arrête, elle répond sèchement, sans ouvrir la conversation, à part quand elle se sent acculée. Ah, cette scène est malaisante de ouf. Mais bon, comme ça doit être la mort et qu'il doit avoir des dons d'omniscience ou que sais-je, il peut la manipuler en réemployant les mêmes mots que le daron et créer un coup de foudre pour faire croire que c'est le destin. Bon, ils vont pouvoir vivre une horrible histoire d'amour. J'ai vraiment ri lors de cette scène. Je pense que c'était pas prévu pour être drôle, mais c'était surprenant. Donc bravo film, c'est pas la mort donc. En fait, la mort c'est une connasse qui fait la mystérieuse pour bully Hopkins pour aucune raison, à parler dans sa tête ou sa bibliothèque, en retournant ses propres mots contre lui. Enchanté, voici la mort... Ah, c'est Brad Pitt. Non, c'est la mort qui a volé le corps de Brad Pitt, donc on est dans un body snatcher. Et donc, cette mort va laisser un sursis au mourant Anthony Hopkins. Elle va laisser un sursis à Hopkins pour qu'il lui fasse découvrir la vie d'humain. Pourquoi lui? On sait pas. Pourquoi il a besoin d'un guide alors qu'il peut observer le monde? On sait pas. Si, le scénario en a besoin. Et donc, la mort va coller les basques d'Hopkins et lui pourrir la vie. Il va littéralement tout détruire autour de lui pendant les 2/3 du film. Et comment parler de ce film? Il n'y a rien qui va. Et pourtant, ma curiosité malsaine m'empêche d'éteindre la télé. Je sais pas dans quel sens le prendre pour vous en parler en fait. Le perso de la fille qui veut juste de l'amour est creux au possible, Hopkins est là. La mort c'est un petit tyran capricieux, parfois au bon fond, qui est très peu à l'aise socialement car ne comprend pas les codes dont l'ironie et les interactions physiques. Les scènes d'introduction sont longues, donc le malaise est long. Donc bravo ça marche, mais putain, ah. Et en plus, il y a la fille qui arrive à un dîner. Ah, elle comprend pas, c'est bizarre, parce que c'est le mec du début qu'elle est en face d'elle, mais c'est pas la même personne en fait, donc c'est la mort, donc c'est bizarre, mais elle le sait pas, la romance va commencer ou recommencer. La mort va être infecte avec le gars de la meuf pour aucune raison au début du film. Ah! Bon, le scénar va nous montrer qu'il y avait une raison de se comporter comme une merde avec lui, parce qu'en fait c'est une merde aussi, j'en tombe des nues, waouh. Et je t'en supplie, arrête d'embrasser tes filles sur la bouche toutes les 2 scènes. Bon, plusieurs choses. La mort dans la tête d'Hopkins est une experte en sarcasme et en ironie. Par contre, une fois qu'elle a pénétré Brad Pitt, elle comprend plus rien. En fait, beaucoup de choses ne sont pas cohérentes dans le film. Le seul perso intéressant, c'est lui, parce qu'il se fait bolosser pour aucune raison au début du film, et est agacé à raison de la dynamique et du comportement de Pitt et Hopkins, et plus intéressant par la suite parce que c'est le méchant. Sinon, aucun des persos n'est intéressant. Si ce n'est la mort qui est un divertissement parce que elle est un peu goofy capricieuse. Pourtant ils essaient de créer un fond, mais au bout de 17 scènes de 1h30 de film, avec l'autre fille qu'on nous montre trop investie pour la nif de son père, qui s'en branle et qui vit mal la sensation de se sentir rejetée, on a compris film, faites-la évoluer ou arrêtez de recréer les mêmes scènes à l'identique tout le long du film. Vous avez l'impression que je pars dans tous les sens et que je suis trop long? Ouais, exactement comme le film. Et pourtant, le film dure 3 heures, c'est incompréhensible, sachant que les studios américains, ils se gardent rarement d'élaguer dans les temps de film, 3 heures, et pourtant le temps n'est pas si long. Alors oui, il est long, très cuculapraline, il me donne toutes les raisons de ne pas l'apprécier, et toutes les 5 minutes, il y a du grand n'importe quoi qui va me faire rire avec le film, ou plutôt du film, et en fait je suis vraiment diverti, même si je sais pas comment ce film peut exister. Le film est drôle de manière aléatoire, et j'arrive pas à m'ennuyer. Bonjour, je suis la terrifiante mort. La mort aime le beurre de cacahuète, ok, et là ils vont nous pondre une scène de tension sexuelle avec un Brad Pitt au regard bovin en train de sucer sa cuillère de beurre de cacahuète. Pardon, c'est incroyable. Il vit avec cette famille et est au plus proche des discussions humaines et des affaires. Je me rappelle quand vous étiez petite fille, et j'adore les petites filles. Ok, alerte pédo. Il va stalker la meuf au travail et aussi intrusif en fait que Brad Pitt pré-mortem. Un mauvais esprit. C'est la fièvre, n'écoutez pas. S'il vous plaît, aidez-moi. Bien sûr. Pas bouillant, ma soeur. Pas diable, pas doupé. Tout il se passera bien, tu as rien à craindre.
La mort imite la diction et l'accent des gens quand elle interagit avec les mourants. J'ai hurlé sur mon canapé. Après, ça a du sens parce que la mort adopte peut-être un visage et des traits, des trucs qu'on connaît plus, nanani, nanana, ok. Ouah, attendez, il découvre l'amour. Et la scène, c'est mieux que le beurre de cacahuète. Pardon, en vrai, j'ai trouvé cette ligne de dialogue un peu mignonne. Plus que le beurre de cacahuète. Bon, du coup, la mort, elle est goofy, elle essaie d'interagir avec les humains. Ok. Et elle apprend à arrêter d'être une merde et à découvrir la beauté et la douleur de l'humanité. En vrai, ça en est limite épuisant. Le film, il se résume facilement. Le daron va mourir, la mort lui offre un sursis pour découvrir le monde des humains, il tombe amoureux de sa fille, pendant que son ex-mec tente de se faire de la thune en bousillant la vie du daron, déjà partiellement bousillé par la mort. Fin. C'est un bonheur accidentel issu de la nullité brillamment ficelée du bousin. Et la fin est très mid. Je voyais pas 36 manières de finir cela, mais franchement, je crois que j'ai bien aimé. Retour à Plumwood, 4e étape du processus de colonisation. Avec l'étape de l'absorption, de dévoration, comment on peut illustrer ça dans la fameuse société techno-capitaliste ? Pause. Je vous apprends rien, mais on vit dans une société capitaliste. Mais qu'est-ce que l'évolution du capitalisme contemporain a comme particularité ? L'intégration de la technologie. Dans une société techno-capitaliste, en fait, c'est un système économique capitaliste intégrant et exploitant les avancées technologiques pour optimiser la production, la distribution et la consommation des biens et services. Et donc, comment, avec ça, on arrive à la 4e étape du processus de colonisation ? Le remplacement technologique avec l'exemple des abeilles robots pour préserver le processus de pollinisation, la biologie de synthèse pour enrichir, si on veut, la biodiversité naturelle imparfaite, avec, par exemple, la création de nouveaux types de plantes, disons aux racines plus profondes pour stocker plus de carbone, la géo-ingénierie pour manipuler l'environnement de la planète, avec, par exemple, l'injection de dioxyde de soude sous forme gazeuse, dans l'atmosphère, entre 10 et 50 km, pour former des aérosols de sulfate, permettant de refroidir artificiellement la Terre en réfléchissant le rayonnement solaire. Un objectif, le contrôle des cycles et processus naturels, ou le remplacement par des processus artificiels soumis à la volonté humaine. Au stade 3, on peut encore avoir une approche dualiste classique. Le stade 4, on la dépasse. Donc le stade 4 annonce un dépassement du dualisme. Mais ce dépassement n'implique nullement, comme le voudrait la pensée écologiste, une réconciliation entre l'humanité et la Terre, ou encore l'avènement d'une relation de réciprocité, qui, sans supprimer l'un des deux termes, annulerait la hiérarchisation au profit d'une union heureuse. Ce dépassement, anaturaliste du dualisme, à travers lequel la nature se voit nier toute existence propre, toute antériorité et toute altérité, est en réalité un réductionnisme, ou un absorptionnisme. Loin de repenser la relation unissant l'humanité à la Terre, il propose l'annulation de cette dernière, une fusion monstrueuse et asymétrique au terme de laquelle l'ensemble de la vie planétaire est intégré à la sphère d'agentivité du maître. S'ouvre alors l'ère de ce que l'on pourrait nommer la colonisation cosmophage de la Terre, sa dévoration illimitée. À l'âge moderne, cependant, non content d'affirmer sa participation à un réel transcendant échappant au temps et à la mort, et de postuler ainsi un triomphe métaphysique sur la mort, et poussé par les avancées de l'athéisme et du matérialisme, le soi devenu sujet s'est mis en tête d'abolir la mort, dans sa réalité physique. Il n'est donc plus question pour lui de se soustraire à son autre dans un au-delà quelconque, mais de soumettre et de conquérir cet autre devenu objet dans l'ici-bas terrestre, et ce, pour prévenir le risque de se voir rattrapé par cet autre et absorbé par lui. À cet égard, le projet défendu par certains transhumanistes de substituer les organes du corps humain par des nanorobots, qui en accompliront les fonctions à l'image des robots abeilles, censés accomplir à terme les fonctions pollinisatrices des abeilles en voie de disparition, est particulièrement révélateur. La colonisation cosmophage que j'évoquais à l'instant se double ainsi, à travers lui, d'une colonisation anthropophage. À la destruction de la Terre s'accompagne de la destruction des aspects de l'humain, associés à la Terre. On peut choisir de fabriquer des abeilles robots, on peut choisir de créer une nouvelle race d'abeilles increvables. En vrai, n'allez pas croire que je prône un discours anti-science, anti-progrès, quoi que ça veut dire. Au contraire, puisque la lutte contre le changement climatique, la perte de biodiversité, etc.,
est basé sur la science. En aucun cas non plus je porte un discours anti-religion. Gneu, ça croit en la vie après la mort, alors ça s'en bat les couilles quand on meurt avec notre environnement. Comme je vous l'ai partagé un petit peu plus tôt, on peut faire un contre-no de cette posture en citant différents textes religieux. Je veux pas non plus avoir une posture alarmiste sur une quelconque idée d'un progrès scientifique. Bien évidemment qu'on veut tous guérir le cancer, qu'on se réjouit à l'idée de pouvoir remplacer un organe ou un membre par quelque chose de robotique pour faciliter la vie ou permettre de survivre. On n'est pas en position ouin-ouin, ce qui est artificiel et créé de la main de l'humain, c'est nul. On va pas cracher sur les couveuses pour les prémas ou un Doliprane. Non. Non, on va cracher sur un médecin qui te dirait de continuer à fumer, de pas hésiter à passer au cigare, parce que t'inquiète, on trouvera un remède pour ton futur cancer des poumons. Dans la mesure où on a déjà perdu d'une certaine manière et que le but est de perdre le moins possible. La trajectoire actuelle du réchauffement climatique est de 2,7 degrés, je crois. Évidemment qu'il faut trouver des solutions adaptatives, mais également des solutions correctives en limitant une trajectoire mortifère. Le tout est dans le dosage, car tout miser sur un futur où la technologie nous sauvera peut-être sans tenter de nous sauver maintenant, c'est foncer droit à notre perte. Peut-être qu'il nous faudra des abeilles robots, et si elles claquent toutes, préparons-nous à ça, mais tentons également d'abord de les sauver. Avant de nous faire revenir de la mort ou de tenter de télécharger nos esprits dans le cloud, tentons d'éviter de mourir là. Parce que, ah oui, je pose ça là, mais ce futur où on va être sauvé, c'est qui on ? Ça vous aura pas échappé que les pauvres sont plus facilement touchés par le changement climatique. Quand on pourra pas survivre sans clim dans le futur, et qu'il faudra quand même payer les factures d'électricité, va falloir travailler plus pour gagner plus, les RSA Boys and Girls du futur, où il y aura plus de RSA certainement, ni même de carte vitale. Et le futur où la sacro-sainte technologie va nous sauver. Tous ? Parce que oui, les bonhommes cryogénisés avec le corps en entier pour réanimation, ou juste la tête pour téléchargement, c'est pas le même prix, hein. C'est pas vous qui allez décider de votre posture transhumaniste ou post-humaniste, c'est votre porte-monnaie. Bref, conclusion. Préservons le vivant du mieux possible et préparons-nous à trouver des solutions, quand malgré nos efforts, nous aurons échoué. On va finir, les choses vont finir, profitons le plus longtemps. Repoussons l'échéance du mieux possible, si on le souhaite, mais ne fermons pas les yeux sur le besoin de préserver pour profiter. N'espérons pas profiter plus tard, dans une posture passive, d'une solution salvatrice. Allez tout le monde, qu'est-ce qu'on dit à Carpe Diem ? Cueille le jour sans te soucier du lendemain. Va te faire foutre Carpe Diem. Pardon aux races. Alors, oui, profitez du moment présent pour en tirer toutes les joies possibles sans se soucier du jour de votre mort. Oui, on veut tendre vers ça. Mais c'est justement oublier la finitude et son déni qui nous font foncer droit dedans. Alors désolé pour celles et ceux qui se sont fait tatouer ça, mais regardons plutôt du côté de Sénèque, qui prône l'emploi sage du temps. De Pascal, qui voit dans notre divertissement la distraction dans le plaisir immédiat, une fuite pour oublier notre condition mortelle. Kant et son impératif catégorique, agir par devoir, agir d'après la maxime qui fait que nous souhaiterions qu'elle devienne une loi universelle, blablabla. Genre pas nous autodétruire. Nietzsche et l'affirmation totale de l'existence, aimer tout ce qui est même dans la douleur sans devenir passif face au destin, au contraire, user de sa force vitale pour que la vie soit sur Terre. Amor fati. Fuck carpe diem, love sapere diem. Vous vous en doutez, j'ai seulement partagé avec vous ici qu'une petite part du livre. Donc si ce sujet vous intéresse, je vous recommande la lecture, si tant est que vous arriviez à vous le procurer. Il y aurait certainement beaucoup plus à dire et à explorer sur le sujet. N'hésitez pas à me faire part de vos retours en commentaire. Alors certes pour le référencement, mais aussi surtout dites-moi si cette vidéo vous a inspiré une pensée, une réflexion, qu'elle aille dans le sens des thèses partagées ou même au contraire. Je vous invite à partager vos réflexions, vos questions, vos ressources et recommandations, etc. Bref, à partager et à échanger dans le respect et la bienveillance. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous allez voir plein de films, que vous allez lire plein de trucs. Pour soutenir, vous connaissez, un pouce, un commentaire pour référencer. Si vous voulez voir d'autres vidéos dans ce style-là, abonnez-vous. Je vous dirais bien de mettre la cloche, mais vous avez déjà trop de notifications, donc on s'en bat les couilles de la cloche. Mais en même temps, si je publie une vidéo une fois tous les 6 mois, vous pouvez mettre la cloche. Et partager la vidéo si vous pensez que ça peut plaire à d'autres. Ça me ferait vraiment plaisir et c'est important pour la motivation. Et j'espère surtout que vous avez passé un bon moment. Voilà, fuck carpe diem, love sapere diem, amor fati, memento mori, easy peasy lemon squeezy. A plus l'équipe.